Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'on est déjà nombreux, donc on va pouvoir commencer. Est-ce que je pense qu'on m'entend? Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole à Pierre Lursa. Vous voyez sur votre écran, vous voyez la couverture de la traduction de Pierre Lursa au mur de fer de Zev Jabotinsky. Et je ne sais pas si si vous avez déjà lu ou si vous avez eu le temps de lire cet article qui a été écrit par Zev Jabotinsky il y a exactement 100 ans, le 4 novembre 1923. Et donc, avant de donner la parole à Pierre Lursa, je voulais faire une courte présentation du texte, de quelques extraits, pour voir de quoi il s'agit et comment ce texte est encore tellement d'actualité. D'abord, dans le premier paragraphe de son texte, Zev Jabotinsky tient à préciser la chose suivante. Certains considèrent l'auteur de ces lignes comme l'ennemi des Arabes, comme un partisan de leur éviction du pays, etc. Rien n'est moins vrai. Du point de vue émotionnel, mon attitude envers les Arabes est semblable à mon attitude envers tous les autres peuples, une indifférence polie. Comme tous les Juifs, je suis disposé à prêter serment, en mon nom et en celui de mes descendants, que jamais nous n'enfreindrons cette égalité et nous ne tenterons d'évincer les Arabes ou de les opprimer. Donc ça, c'est un préambule qui est assez important parce que Jabotinsky, il sait qu'il était considéré déjà de son vivant comme un fasciste ou comme un ultranationaliste, donc, alors que c'était bien sûr un libéral et un démocrate et quelqu'un de très tolérant. Donc il tient à faire cette précision au tout début de son texte. Ensuite, Jabotinsky rentre plus dans les vifs du sujet. Et il parle de l'impossibilité d'avoir la paix immédiate. Son texte, Le mur de fer, il traite de la stratégie qu'il faut, selon lui, adopter face à l'opposition arabe, du monde arabe, et plus particulièrement des Arabes d'Eretz Israël, à l'installation juive en Eretz Israël. Et donc, en premier temps, il dit qu'il y a une impossibilité de faire la paix dans l'immédiat. Il n'y a pas lieu de parler de réconciliation entre nous et les Arabes d'Eretz Israël, ni maintenant, ni dans un avenir proche. Tous ces gens de bonnes intentions, à l'exception de ceux qui sont aveugles de naissance, ont compris d'eux-mêmes depuis longtemps qu'il n'était pas possible d'obtenir l'accord des Arabes pour transformer Eretz Israël d'un pays arabe en un pays ayant une majorité juive. Puisque Jabotinsky considérait, et Herzl déjà avant lui, considérait que le premier enjeu du sionisme était de faire d'Eretz Israël un territoire à majorité juive. C'est comme ça que Jabotinsky voyait les choses. C'était pratiquement le seul enjeu, en tout cas le premier. Et donc, forcément, puisque les Arabes, même s'ils n'étaient pas constitués en nation sur le territoire d'Eretz Israël à l'époque, en tout cas, ils étaient majoritaires sur ce territoire. Forcément, s'il y a une autre majorité qui vient s'imposer ou se constituer, c'est évident qu'il y aura une opposition et que cette opposition peut devenir même violente. Ensuite, Jabotinsky parle plus généralement de ce genre de cas dans l'histoire. Chaque lecteur a des idées générales concernant l'histoire de la colonisation d'autres pays. Alors, il utilise le terme de colonisation. Peut-être que Pierre Lursa nous donnera plus tard plus de détails à ce sujet-là, mais ce mot est très connoté de nos jours. Il a un sens particulier, surtout après tout ce qui s'est passé, la décolonisation et tout qu'on a vécu. Donc, c'est devenu un terme qui est plutôt négatif. Mais je pense que, en tout cas, dans la bouche de Jabotinsky, ça n'a pas une connotation négative. Et en tout cas, ce n'est pas une invasion comme on le voit aujourd'hui. Donc, chaque lecteur a des idées générales concernant l'histoire de la colonisation d'autres pays. Je lui propose de se remémorer les exemples connus et après l'examen de la liste entière, il pourrait tenter de trouver au moins un exemple dans lequel la colonisation s'est faite avec l'accord des habitants du pays. Il n'en existe aucun. Donc il dit que ça n'existe pas dans l'histoire des cas où une population
essayent de s'installer sur un territoire qui est déjà habité et que ça passe sans opposition. Les habitants du pays, qu'ils soient civilisés ou non, ont toujours combattu avec opiniâtreté les colonisateurs, civilisés ou non. Les autochtones se sont battus non pas parce qu'ils craignaient de manière consciente et en connaissance de cause leur éviction, mais simplement parce que les autochtones ne peuvent jamais accepter la colonisation, en quelque lieu et à quelque époque que ce soit. Ensuite, tout ça, c'est encore du domaine de l'introduction, il n'est pas encore dans la thèse centrale, mais il met des points d'introduction qui sont importants à comprendre avant qu'il en arrive à la thèse centrale. Ça, c'est un point qui est important. Aucun gain économique ne peut apaiser l'opposition. Le fantasme selon lequel ils accepteraient de leur plein gré la réalisation du sionisme, en échange d'un avantage culturel ou matériel que le colonisateur juif leur apporterait, est infantile. Ce fantasme trouve son origine dans le mépris que les amis des Arabes parmi nous vouent au peuple arabe. Et ce mépris a pour origine le préjugé et l'image infondée qu'ils ont du peuple arabe. Ce dernier serait soi-disant une populace avide de peau de vin, prête à renoncer à sa terre ancestrale en échange d'un réseau de chemins de fer moderne. Cette image n'a aucun fondement. Ce qui est important dans ce point-là, c'est que Jabotinsky prend un peu un contre-pied les apparences. C'est que justement, son point de vue qui est plutôt, on pourrait dire, dur, il provient d'un respect des Arabes. Alors que le point de vue plus conciliant de ses opposants, selon lui, il vient justement d'une méprise, d'un mépris, pardon, de la population arabe. Maintenant, on en arrive à la thèse centrale. L'opposition se maintient tant qu'elle a l'espoir de chasser le conquérant. Le texte de Jabotinsky dit « Chaque peuple lutte contre les colonisateurs tant qu'il possède encore une lueur d'espoir de se débarrasser du danger de la colonisation. » Ça, c'est la phrase centrale du texte. C'est ce que font aujourd'hui les Arabes d'Eretz Israël et c'est ce qu'ils feront demain. Nombreux parmi nous sont ceux qui croient encore dans leur naïveté que les Arabes ne nous comprennent pas et que c'est la seule raison pour laquelle ils agissent. Que c'est la seule raison pour laquelle ils agissent contre nous. Si seulement nous parvenions à leur expliquer combien nos intentions sont modestes, ils s'empresseraient de nous tendre une main fraternelle. C'est ce que disent les opposants de Jabotinsky. Et lui répond, c'est une erreur qui a déjà été démontrée à plusieurs reprises. L'implantation a un seul et unique objectif. Donc, on a tendance à croire que peut-être qu'on peut arriver à quelque chose, à des compromis avec les Arabes, etc., en faisant semblant que nos intentions ne sont pas forcément de créer un État ou d'établir une majorité juive, etc. Jabotinsky ne se méprend pas, il dit qu'il faut être clair avec eux et leur dire quelles sont nos intentions. L'implantation a un seul et unique objectif, mais les Arabes ne sont pas disposés à accepter ses conséquences. Tout cela relève de la nature des choses. Or, il est impossible de changer la nature. Ensuite, il passe à un autre sujet qui est aussi d'actualité, vous allez le voir par vous-même. Aux yeux de beaucoup de sionistes, le programme suivant semble très attrayant. S'il n'est pas possible d'obtenir l'accord des Arabes vivant en Eretz Israël au projet sioniste, alors il faudra l'obtenir de ceux vivant dans le reste du monde arabe, et notamment en Syrie, en Mésopotamie, au Hedjaz, et peut-être aussi en Égypte. Mais si cela était possible, cela ne changerait pas fondamentalement la situation, car en Eretz Israël, l'attitude des Arabes envers nous demeurerait inchangée. Bien sûr, ce paragraphe, peut-être que Pierre Lursa aura l'occasion d'en parler, ce paragraphe relève des questions concernant les accords d'Abraham. Même s'il était possible, et j'en doute, de convaincre les Arabes de Bagdad et de la Mecque qu'Eretz Israël ne représente pour aucune région frontalière modeste et de peu d'importance, aux yeux des Arabes d'Eretz Israël, il ne s'agit pas d'une région frontalière, mais de leur seule patrie, du centre et du fondement de leur existence nationale propre. Par conséquent, il serait encore nécessaire de réaliser l'implantation contre la volonté des Arabes d'Eretz Israël, à savoir dans les conditions mêmes où elle est réalisée actuellement. Donc Jabotinsky arrive à la conclusion que le seul moyen de réaliser l'implantation juive en Eretz Israël, c'est contre la volonté des Arabes. Et donc forcément, ça risque d'entraîner de la violence de leur part. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ériger un mur de fer. C'est une image, monsieur, c'est une parabole, ce n'est pas un mur physique à construire.
Il dit la chose suivante: en conclusion, nous ne pouvons offrir aucune indemnisation ni aux Arabes d'Eretz Israël, ni au reste du monde arabe en échange d'Eretz Israël. En conséquence, tout accord volontaire est impossible. C'est pourquoi ceux pour qui un accord avec les Arabes représente une condition sine qua non au sionisme peuvent dès aujourd'hui dire non et renoncer au sionisme. Notre entreprise d'implantation doit cesser ou bien se poursuivre sans dépendre de l'état d'esprit des autochtones. En d'autres termes, cela veut dire qu'elle peut se poursuivre et se développer sous la protection d'une force qui ne dépendra pas de l'état d'esprit de la population locale, à l'abri d'un mur de fer que la population locale n'aura pas les moyens de faire tomber. C'est à cela que se résume toute notre politique concernant la question arabe. Non pas qu'elle doive s'y résumer, mais qu'elle s'y résume en fait, que nous le reconnaissions ou non. Pourquoi les couper? Il y aura un temps pour les questions à la fin. Ensuite, Jabotinsky nous dit: pourtant, nous portons atteinte de nos propres mains à nos intérêts en déclamant les slogans sur un accord, à savoir quand nous incitons la population mandataire à penser que l'essentiel n'est pas le mur de fer, mais une tentative de trouver une entente, avec une autre tentative de trouver une entente. Une telle déclamation nous porte atteinte. Donc, Jabotinsky nous dit que le fait même de montrer ou de faire semblant ou de faire croire qu'on aimerait atteindre un accord, cela même nous porte atteinte au projet sioniste. C'est pourquoi ce n'est pas seulement un plaisir, mais aussi une obligation sacrée de la réfuter en démontrant tant son caractère fantasmatique que son erreur. Là aussi, il y a une phrase centrale de Jabotinsky dans le texte. Je ne vais peut-être pas tout lire parce que ce paragraphe est assez long. Je vais lire les phrases en jaune. Tant qu'il existera chez les Arabes le moindre espoir de se débarrasser de nous, ils ne renonceront pas à cet espoir. Or, un peuple n'accepte de faire des concessions sur de telles questions essentielles et cruciales que lorsqu'il ne subsiste plus chez lui aucun espoir, lorsque le mur de fer ne comporte pas la moindre brèche. Le seul moyen, il termine, c'est une phrase très importante, le seul moyen de parvenir à un tel accord est d'ériger un mur de fer, à savoir garantir l'existence en Eretz Israël au moyen d'une force telle qu'elle ne pourra être ébranlée par aucune influence arabe. En d'autres termes, le seul moyen de parvenir à un accord dans l'avenir est de renoncer entièrement à toute tentative de trouver un accord aujourd'hui. Donc jusque-là, c'était des extraits de l'article Le mur de fer, mais Jabotinsky a publié un autre article qu'il a appelé La morale du mur de fer, dans lequel il a expliqué pourquoi est-ce que, puisqu'il a appelé ça une colonisation, et puisqu'on vient pour vivre sur une terre qui est déjà habitée, donc la question morale et éthique se pose. Donc il a écrit un article qui s'appelle La morale du mur de fer, duquel j'ai amené un paragraphe, juste pour montrer le point central de cet article qui est aussi très important. Donc je veux dire le paragraphe. La signification en est que s'il existe au monde un peuple privé de territoire, le seul rêve d'édifier un foyer national est un rêve immoral. Selon ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait répondre à sa thèse du mur de fer, c'est de dire, bah oui, mais puisque ce territoire est habité, donc on n'a pas de justification morale, de base morale à venir l'habiter nous aussi, à vouloir en établir une autre majorité que celle qui est déjà en place. Donc à ça, il répond: la signification en est que s'il existe au monde un peuple privé de territoire, le seul rêve d'édifier un foyer national est un rêve immoral. Que ce peuple sans territoire demeure sans territoire à jamais, car toutes les terres au monde ont déjà été partagées. Et voilà, ainsi il a voulu l'éthique. Dans notre cas, cette éthique semble particulièrement curieuse. Il paraît que notre population mondiale atteint 15 millions de personnes. Dans le peuple juif à son époque, c'est à peu près le même chiffre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'entre-temps, il y a eu la Shoah. Donc, à l'époque, on évaluait qu'il y avait à peu près 15 millions de juifs dans le monde. La moitié vivent actuellement une existence de chiens pourchassés et sans abri, littéralement. Le nombre d'Arabes dans le monde est de 38 millions d'âmes. Bien sûr, aujourd'hui, ça a énormément augmenté. Ils vivent au Maroc, en Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Égypte, Syrie, péninsule arabe, Mésopotamie, etc. Territoire dont la superficie représente la moitié de celle de l'Europe.
Ce territoire immense abrite en moyenne 16 personnes pour chaque mile anglais carré. Il faut en outre rappeler qu'Eretz Israël représente environ le 200e de ce territoire. Pourtant, lorsque le peuple juif privé de foyer national réclame Eretz Israël pour s'y installer, certains prétendent que cette revendication est immorale, du fait que les habitants du lieu la considèrent comme incommode pour eux. Une telle éthique a sa place chez les cannibales et pas dans un monde civilisé. La terre n'appartient pas à ceux qui en ont trop, mais à ceux qui n'en ont pas du tout. Exproprier un morceau de terre appartenant à un peuple qui possède d'immenses propriétés terriennes pour donner une patrie à un peuple errant est un acte de justice. Donc le peuple juif est un peuple sans terre, et c'est la cause de toutes ces souffrances. Donc la justice et la morale exigent que leur soit octroyée une terre. Et si le premier refuse, donc si les habitants, les autochtones, en l'occurrence les Arabes, refusent, chose tout à fait naturelle, il reconnaît que c'est totalement naturel et normal même, il faut les contraindre, donc par la force, par le mur de fer. Une vérité qu'il faut appliquer en recourant à la force ne cesse pas pour autant d'être vraie. C'est à cela que se résume la seule politique concernant les Arabes qui soit possible pour nous du point de vue objectif. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je crois que Pierre Lursa est déjà avec nous. Pierre Lursa, à vous. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Alors, merci Yoël de votre introduction et d'avoir présenté les textes de Jabotinsky avec beaucoup de précision. Merci de votre traduction. Alors, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Je vais pas, bien sûr, commenter l'ensemble du texte de Jabotinsky. Je vais surtout essayer de montrer en quoi les idées qui ont été exprimées par Jabotinsky à tout juste 100 ans restent pertinentes pour aujourd'hui et en quoi est-ce qu'elles peuvent nous inspirer face aux événements dramatiques que nous vivons. Et peut-être juste un tout petit commentaire sur un passage que vous avez lu que je n'avais pas l'intention de commenter, mais quand Jabotinsky, dans le second article, celui qui s'appelle « La morale du mur de fer », lorsqu'il évoque l'éthique des cannibales, et moi, évidemment, j'ai pensé à l'éthique des cannibales. Pour moi, c'est évidemment l'éthique du Hamas ou l'absence de toute éthique du Hamas, et c'est aussi surtout peut-être l'éthique de tous ces Européens qui acceptent pour monnaie comptant la propagande du Hamas et qui finalement sont prêts à choisir le camp du Hamas face au camp d'Israël. Et je crois qu'on vit effectivement une époque où l'éthique des cannibales s'est beaucoup répandue dans le monde et c'est sans doute un des défis que doit affronter aujourd'hui Israël, en tout cas sur le plan de la Hasbara, sur le plan de l'explication de son point de vue. Alors, si vous voulez, je voudrais évidemment parler du sujet qui m'est imparti, celui du mur de fer ou du dôme d'acier, mais je vais faire d'abord une petite introduction pour rappeler comment la notion du mur de fer s'inscrit dans la pensée de Jabotinsky et dans sa vie aussi. Et puis après, je parlerai des 3 idées essentielles du mur de fer et je parlerai aussi évidemment du sujet mur de fer ou dôme d'acier et donc finalement en quoi le mur de fer demeure actuel pour nous aujourd'hui, pour Israël aujourd'hui. Alors, pour dire quelques mots d'introduction sur Jabotinsky, je crois que vous le connaissez tous, au moins de nom, vous le connaissez un petit peu, vous le connaissez plus ou moins, mais et vous savez sans doute qu'il y a une idée qui l'a inspiré tout au long de sa vie, c'est l'idée de l'autodéfense du peuple juif. Et c'est une idée qui est redevenue tragiquement au centre de l'actualité pour nous tous. Et on pensait que finalement, l'État d'Israël avait résolu la question de la protection des Juifs et que les Juifs étaient en sécurité, plus ou moins évidemment, mais étaient en sécurité relative en Israël. Et d'ailleurs, il y avait aussi des gens qui pensaient qu'ils l'étaient aussi en dehors d'Israël, dans certains pays. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit tragiquement que la sécurité des Juifs n'est garantie dans aucun endroit du monde. Et c'est précisément cette question de la sécurité des Juifs qui a, je dirais, littéralement obsédé Jabotinsky pendant toute sa vie, au moins en tout cas entre 1903 et sa mort en 1940, c'est-à-dire 1903, c'est évidemment l'année du pogrom de Kishinev. Et donc je dirais peut-être pour présenter le combat de Jabotinsky et pour présenter cette thèse du mur de fer, je dirais que tout commence
en 1903, lorsque Jabotinsky se rend à Kishinev et surtout lorsqu'il découvre le fameux poème que le poète Bialik a écrit, Chaim Nachman Bialik a écrit après s'être lui-même rendu à Kishinev, le poème qui s'appelle « Dans la ville du massacre », que je vous invite d'ailleurs à relire parce qu'il est terrible. C'est un poème tout à fait terrible et qui est évidemment qui nous parle beaucoup plus encore après ce que nous avons vécu le 7 octobre. Eh bien, Jabotinsky a traduit le poème de Bialik en russe. Et vous savez peut-être que ce poème qui était écrit dans un hébreu très, très puissant et très riche, Jabotinsky en a fait une traduction en russe qui a donné au poème de Bialik un nombre de lecteurs incommensurable, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup plus de juifs qui lisaient le russe que de juifs qui lisaient l'hébreu à cette époque. Et je dirais que la notoriété de Bialik en a été décuplée. Mais ça, c'est pour l'anecdote. L'aspect principal, c'est que je dirais que Jabotinsky, tout comme Bialik, a compris qu'après Kishinev, les Juifs avaient l'impératif de se défendre, ou l'impératif, comme il a dit dans un article fameux, d'apprendre à tirer. Et là aussi, pendant des années, quand je parlais de cet article « Apprendre à tirer », ça semblait un petit peu quelque chose soit de passé, soit de suranné. Et aujourd'hui, vous savez qu'en Israël, c'est devenu d'actualité. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui demandent un port d'armes parce qu'ils ont compris que se défendre, c'est aussi une obligation personnelle. Ce n'est pas seulement l'obligation de l'État envers nous, c'est aussi l'obligation de chacun d'entre nous envers soi-même, envers sa famille et envers la collectivité dans laquelle on vit. Alors, cette idée d'autodéfense juive, c'est celle qui a inspiré Jabotinsky pendant toute sa vie, depuis 1903 jusqu'à sa mort en 1940. Et les grandes étapes, si vous voulez, de son combat pour l'autodéfense juive, c'est d'abord au moment des pogroms de Russie, lorsqu'il a contribué à organiser l'autodéfense dans la ville d'Odessa. D'ailleurs, il y avait un groupe de dirigeants juifs qui étaient très éclectiques. Il y avait des gens aussi différents que Jabotinsky et que Simon Dubnov, l'historien qui n'a jamais été sioniste. Et vous voyez qu'il y avait là aussi à cette époque une espèce d'unité, un sentiment d'urgence nationale et d'unité qui faisait que des gens très différents ont pu se réunir autour de l'idée d'autodéfense. Plus tard, évidemment, l'épisode le plus fameux, le plus important, c'est celui des bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale, qui peut faire l'objet d'une conférence à lui seul. Et c'est pour ça que j'ai choisi en fond d'écran virtuel une photo très connue des bataillons juifs. Et Jabotinsky, évidemment, ne pouvait pas le voir, mais se trouve au premier rang. Et donc, c'est aussi un épisode marquant à la fois, je dirais, dans la vie de Jabotinsky, parce que non seulement il s'est battu, et d'ailleurs il s'est battu contre l'avis de tous pour créer ces bataillons juifs qui se sont battus au sein de l'armée anglaise, donc d'abord à Gallipoli dans les Dardanelles, et puis ensuite en Eretz Israël. Et lui-même, d'ailleurs, s'est engagé, il est devenu officier dans l'un des bataillons juifs de l'armée anglaise. Et il y a aussi une photo très fameuse de Jabotinsky en uniforme d'officier de l'armée anglaise, ce qui a d'ailleurs contribué peut-être à l'image un petit peu militariste qu'on a parfois de lui. Mais là aussi, je voudrais dissiper tout de suite une fausse idée qui court à son égard, c'est que Jabotinsky n'était nullement militariste. Au contraire, il avait été pacifiste dans sa jeunesse, il avait été un petit peu anarchiste, il avait été vaguement socialiste lorsqu'il était étudiant en Italie, à Rome. Et je dirais que s'il est devenu, si l'idée de l'autodéfense juive et l'idée d'une armée juive sont devenus un élément central de sa pensée, eh bien, c'est tout simplement, c'est par la force des choses, ça procède nullement de sa part d'un amour de l'uniforme qu'il n'a jamais éprouvé. Et je suis d'ailleurs en train de traduire un autre texte inédit de lui qui s'appelle Militarisme, justement, dans lequel il dit que finalement, tout le monde déteste la guerre, qui est une chose terrible, mais qu'il y a quand même des choses qui peuvent être positives dans la vie militaire, et notamment, par exemple, le fait que toutes sortes de gens différents se retrouvent sous le même drapeau, qu'il y a des riches et des pauvres qui peuvent combattre ensemble les uns aux côtés des autres, ou le fait qu'il y ait une discipline militaire. Et aussi, d'ailleurs, un aspect très important dans sa pensée, c'est ce qu'il appelle le sens du hadar, ou le sens du tekes, le sens de la cérémonie. Il dit que chaque peuple a besoin de développer, de cultiver le sens de la cérémonie, mais qu'il y a un peuple au monde pour qui c'est un impératif crucial, et c'est évidemment le peuple juif.
Parce que pendant notre existence galoutique, pendant notre existence en exil, nous avons été coupés de la vie militaire, même si des Juifs ont pu servir en tant qu'individus dans différentes armées, mais nous avons été coupés de la vie militaire en tant que peuple. Et c'était aussi un de ces objectifs, c'était de redonner aux Juifs le sens de la vie militaire, le sens de la discipline militaire, et je pense qu'il y est largement parvenu. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il est aussi l'héritier et le continuateur de Herzl, qui lui aussi avait compris à un niveau différent que c'était très important pour le peuple juif de lui redonner le sens du cérémonial et le sens de ce que Jabotinsky appelle le tekes, c'est-à-dire, vous savez que c'est pour ça que notamment que Herzl avait insisté pour que tous les participants au congrès sioniste soient vêtus d'une redingote, soient habillés de manière tout à fait solennelle et cérémonielle. Ça faisait partie de cet impératif de redonner aux Juifs le sens de leur dignité nationale. Voilà, je referme cette petite parenthèse et si vous voulez, je ne m'étends pas plus sur les bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale, sinon pour dire que, évidemment, c'est un épisode très marquant, fondateur à la fois dans l'histoire militaire d'Israël. C'est la première fois que des Juifs se sont battus sous un drapeau juif depuis l'Antiquité. Donc, on peut dire que le début de l'histoire militaire contemporaine d'Israël ne commence pas en 48, ne commence même pas avec la Haganah que je vais évoquer tout de suite, mais commence en fait avec les bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale au sein de l'armée britannique. Et ça, c'est un combat que Jabotinsky a mené presque tout seul. Il était seul, y compris il était isolé également au sein du mouvement sioniste. Beaucoup de gens n'avaient pas compris, notamment, c'est aussi un point peut-être qui mérite qu'on s'y arrête un petit instant, une des grandes intuitions de Jabotinsky au début de la Première Guerre mondiale, c'est celle de comprendre que les Juifs, que la communauté juive, le judaïsme mondial, comme on disait à l'époque, devait s'allier avec l'Angleterre contre l'Empire ottoman. Alors que la tendance naturelle de tous les Juifs et surtout des sionistes à cette époque, c'était de dire on doit s'allier au contraire avec les puissances centrales contre la Russie, qui était la puissance honnie des Juifs, après évidemment les terribles pogroms du début du siècle. Et Jabotinsky, lui, il relate ça dans son autobiographie que j'ai traduit il y a quelques années. Il relate le moment où il se trouve à Bordeaux en tant que correspondant militaire, correspondant d'un journal russe, et tout d'un coup, en voyant les affiches, les proclamations d'entrée en guerre de différents pays, il comprend que pour les Juifs, et surtout pour le mouvement sioniste, eh bien, le salut doit venir de l'alliance avec l'Angleterre et donc aussi avec la Russie contre l'Empire ottoman. Et il a cette intuition fulgurante que l'Empire ottoman sera défait et que sur les ruines de l'Empire ottoman, le mouvement sioniste pourra parvenir à ses fins, c'est-à-dire obtenir la création d'un État juif. C'est une des nombreuses intuitions que Jabotinsky a eues au cours de sa vie. Et donc, je dirais, c'est l'aspect politique des bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale, parce que, comme le dit Jabotinsky, pour que le sionisme puisse exister en tant que force politique dans le concert des nations, et plus précisément pour que le mouvement sioniste puisse revendiquer une participation à la table des négociations lorsque la guerre sera terminée, lorsque on en sera au moment des traités de paix et au moment des traités politiques, eh bien, il faut que les Juifs participent à la guerre en tant que Juifs sous un drapeau juif. Et donc, vous voyez que je dirais que le combat qu'il a mené pour créer les bataillons juifs pendant la Première Guerre mondiale, c'était un double combat. C'était à la fois cette idée de l'autodéfense et aussi de la réappropriation par le peuple juif de la force et de la force militaire en particulier. Et c'était aussi un combat politique avec un objectif bien précis. Et de ce point de vue-là, Jabotinsky a été vraiment un visionnaire. Et je dirais que c'est une des raisons de la déclaration Balfour, qui bien sûr a des causes multiples, mais une des raisons importantes, c'est évidemment la participation militaire juive dans l'armée britannique, dans les bataillons juifs qui se sont battus dans les Dardanelles et ensuite sur le front d'Eretz Israël. Et les Anglais, je dirais que la déclaration Balfour est aussi venue récompenser cette participation militaire et pas seulement, comme on le dit toujours, les découvertes scientifiques de Chaim Weizmann et les inventions de Chaim Weizmann qui ont été données à l'armée anglaise. Ça, je dirais que c'est plus anecdotique, mais
d'un point de vue plus fondamental, on peut dire que c'est effectivement l'intuition de Jabotinsky qui était juste et la déclaration Balfour est étroitement liée à la création des bataillons juifs. Voilà, j'en termine sur ce sujet qui évidemment mériterait de beaucoup plus long développement. Et on est donc après la guerre, les bataillons juifs sont dissous dès la fin de la guerre. Et Jabotinsky, qui donc était en Eretz Israël, où il a combattu sur le front transjordanien, eh bien, il se retrouve à Jérusalem. Et là, il va s'installer à Jérusalem. Il va passer quelques années à Jérusalem qui seront peut-être une des périodes les plus tranquilles et les plus heureuses de sa vie. Et c'est là qu'il va aussi poursuivre ce combat pour l'autodéfense au sein de la Haganah, la première mouture de la Haganah, dont il est un des fondateurs et qui s'entraîne à Jérusalem et qui participe à la défense du Yishuv, de la population juive de Jérusalem, contre les premières émeutes arabes qui ont lieu en 1919 et en 1921. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le contexte à la fois historique et aussi idéologique de ce fameux article, Le mur de fer, que Yoël a lu, dont il a lu des extraits significatifs. Donc, si vous voulez, l'idée du mur de fer, c'est l'idée de l'autodéfense juive et c'est l'idée de la force de dissuasion. Alors, je voudrais maintenant aborder, dans ce texte qui est très riche, 3 idées qui sont, à mon avis, les idées forces, qui n'épuisent pas évidemment le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à commenter. Effectivement, il y a le passage qui vous a été lu tout à l'heure sur les pays arabes, le fait que l'accord des autres pays arabes ne suffit pas pour établir la paix. Peut-être on en dira quelques mots. Mais les 3 idées que je voudrais commenter en particulier, c'est premièrement, la paix ne dépend pas de nous. Deuxièmement, le fantasme de l'accord économique. Et troisièmement, l'idée de la dissuasion. Alors, la première idée qui est aussi très marquée dans le contexte de l'époque de cet article, donc de 1923, mais qui est aussi restée très actuelle, eh bien, c'est l'idée que la paix ne dépend pas de nous, comme dit Jabotinsky, la paix ne dépend pas de notre attitude envers les Arabes, mais uniquement de l'attitude des Arabes envers le sionisme. Et lorsqu'il écrit ça, il a en tête évidemment le pacifisme juif qui est déjà présent à l'époque dans le Yishuv et qui est notamment représenté, ou qui le sera peut-être un peu plus tard, il n'y a pas de concomitance historique exacte, mais en tout cas, plus tard, au cours des années 20 et aussi au début des années 30, Jabotinsky va être un des plus farouches opposants du pacifisme juif de l'époque, c'est-à-dire du Brit Shalom, de ce groupe d'intellectuels juifs allemands autour de l'université hébraïque, dont les plus connus sont Martin Buber et Hugo Bergman, pour n'en citer que 2. Et Jabotinsky a des mots très très durs envers le pacifisme juif et surtout envers ce qu'il appelle ceux qui ne prêchent le pacifisme que parmi les juifs. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les choses n'ont pas beaucoup changé, c'est-à-dire que quand on voit des manifestations pacifistes en Israël ou même en dehors d'Israël, on a l'impression que le but du pacifisme israélien ou juif, c'est toujours de dire quelque chose au gouvernement israélien et jamais de s'adresser au gouvernement arabe. Eh bien, c'est précisément cette idée que Jabotinsky avait développée en son temps, c'est de dire, s'il doit y avoir un pacifisme juif, alors qu'ils aillent le prêcher aux Arabes, puisque nous, les Juifs, de toute façon, nous sommes déjà convaincus de la nécessité de la paix. Et s'il y a quelqu'un qu'il faut convaincre, eh bien évidemment, ce sont nos ennemis, ce sont nos voisins arabes. Et donc cette idée, évidemment, est restée tout à fait actuelle malgré le siècle qui s'est écoulé depuis l'article Le mur de fer. Peut-être une autre remarque sur le sujet du pacifisme juif, c'est que à l'époque de Jabotinsky, à l'époque où il écrit l'article et à l'époque qui suit cet article dans les années 20 et 30, eh bien, je dirais que le pacifisme, celui du Brit Shalom que j'ai mentionné, est tout à fait minoritaire, non seulement minoritaire, mais même il est en dehors du consensus. C'est-à-dire qu'il y a un très large consensus en Israël, et quand je dis consensus, évidemment, il y a aussi de très larges divisions, comme toujours dans le peuple juif, mais il y a un consensus sur l'idée qu'il faut créer un État juif, qu'il faut une majorité juive en Eretz Israël et qu'il faut aussi, ça c'est une idée que Jabotinsky, dont il est largement l'auteur, qu'il faut une force armée juive. Et donc, ces 3 idées-là, personne ou presque ne les conteste et les seuls qui les contestent, c'est-à-dire les membres du Brit Shalom, eh bien eux, je dirais qu'ils sont
en dehors de l'échiquier politique, ils sont en dehors du consensus politique du Yishuv juif à cette époque. Et de ce point de vue-là, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Par exemple, pour donner un seul exemple de ce que je viens de dire, lorsque l'État juif est créé en 1948, eh bien, quelqu'un comme Martin Buber peut encore écrire des articles qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui sont encore accessibles aujourd'hui, dans lesquels, quelque part, il déplore finalement, on ait créé un État juif, non pas par des moyens pacifiques, et qu'on a finalement, on n'a pas renoncé au principe de la majorité juive, alors que selon lui, il aurait fallu créer un État binational. Et donc, on voit des gens, des intellectuels très brillants par ailleurs, qui ne sont pas capables, je dirais, d'accepter le verdict de l'histoire et qui continuent de prôner un chimérique État binational, y compris après 1948. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui donne le caractère tout à fait utopique de leurs idées et le fait que, comme j'ai dit, ils étaient hors du consensus, ils étaient tout à fait minoritaires, ce qui n'a pas d'ailleurs empêché qu'ils aient une certaine influence, ou que même David Ben Gurion, qui était très féru de discussions intellectuelles, les invite, les reçoivent pour parler avec eux, mais malgré tout, ils ne faisaient pas partie du débat politique, je dirais, mainstream en Israël. Alors que depuis, évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Jourdain et le pacifisme juif et israélien est devenu beaucoup plus prégnant, beaucoup plus omniprésent dans le débat politique, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles le mur de fer s'est un petit peu estompé, et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, pour dire peut-être juste encore un mot sur ce sujet du pacifisme, vous savez que la terrible attaque du 7 octobre a été planifiée pour le 50e anniversaire de la guerre de Kippour, et la guerre de Kippour, c'est peut-être, je dirais, le tournant dans l'histoire d'Israël, c'est peut-être le moment où le sentiment je dirais, le sentiment de la justesse de la cause d'Israël a été largement érodé pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps de développer. Et finalement, c'est un petit peu cette génération-là qui s'est battue pendant la guerre de Kippour, qu'on a vu beaucoup défiler ces derniers mois dans les rues d'Israël. Et sans rentrer dans cet aspect politique qui n'est pas du tout mon sujet ce soir, je voudrais juste évoquer un aspect à ce sujet. Il y a eu une très très belle émission qui a été diffusée récemment sur la télévision israélienne à propos de la guerre de Kippour, donc avant la guerre, avant la guerre du 7 octobre et en commémoration de la guerre de Kippour, une émission qui s'appelait Ahat, qui était un long reportage en plusieurs épisodes, une série en fait documentaire sur une escouade de l'armée de l'air israélienne. Et on voyait comment cette escouade de l'armée de l'air avait participé au combat de la guerre de Kippour. Et il y avait beaucoup d'entretiens comme ça, menés par une journaliste très connue qui était elle-même membre de cette escouade pendant la guerre de Kippour. Et un des personnages, un des protagonistes, qui était un pilote, qui était aussi un officier supérieur, dit à la fin de cette émission, moi, si mon petit-fils me pose la question, je lui dirais, ne va pas t'engager dans Tsahal. Parce que quand on voit ce que notre pays est devenu, eh bien, il ne mérite plus d'être défendu. Et vous voyez, dans cette phrase terrible, eh bien, je dirais qu'il y a l'écho de l'état d'esprit, de cette espèce à la fois un mélange on pourrait dire, de pacifisme ou de défaitisme ou simplement de découragement qui est qui est caractéristique à mes yeux de cette génération qui a combattu en 1973. Et ça, c'est aussi, bien sûr, c'est lié au sujet du mur de fer, parce que le mur de fer, comme l'a dit Yoël tout à l'heure, ça n'est évidemment pas un mur physique, on va y revenir, c'est évidemment un mur au sens figuré, et ça désigne notre capacité de résistance, de dissuasion et de résilience. Alors, j'en viens à la deuxième idée phare de Jabotinsky, qui est sa dénonciation de ce qu'il appelle le fantasme, selon lequel les Arabes accepteraient de plein gré la réalisation du sionisme en échange d'un avantage culturel ou matériel. Alors, c'est très important, c'est une idée évidemment tout à fait cruciale, parce que je dirais que ce fantasme qu'il dénonçait il y a 100 ans, eh bien, il a perduré jusqu'à aujourd'hui, et on peut dire que nous tous, parce que je ne veux pas me faire l'accusateur d'une partie de la vie politique israélienne, de l'échiquier politique, c'est un fantasme que nous tous nous partageons, cette idée finalement qu'on peut acheter la paix
face aux Arabes, face à l'islam conquérant, face à l'islam radical. Et c'est une idée d'ailleurs qui est très très largement répandue, bien au-delà d'Israël. C'est un petit peu, je dirais, le fantasme que Jabotinsky dénonçait il y a déjà 100 ans. Eh bien, il est devenu omniprésent aujourd'hui dans tous les pays occidentaux. Et il permet de comprendre, je dirais, à la fois l'attitude d'Israël face au Hamas ces dernières années, mais aussi l'attitude des Européens face aux frères musulmans, des États-Unis face aux frères musulmans. Ce fantasme est devenu une espèce de chimère universelle. Alors, pour bien comprendre l'idée de Jabotinsky, je dirais que alors évidemment, il y a une petite précision qu'il faut faire qui est très importante, c'est que Jabotinsky, lorsqu'il écrit en 1923, on est justement avant la création des frères musulmans, qui seront créés en 1928, on est avant le réveil contemporain de l'islam, et donc on est une période qui est très différente, et malgré tout, son diagnostic reste vrai. Lorsque Jabotinsky parle du conflit entre les sionistes et les Arabes, il décrit toujours ce conflit en termes d'un conflit national. À ses yeux, il ne s'agit pas d'un conflit religieux. Et d'ailleurs, il y a un article qui s'appelle précisément « Notre conflit n'est pas religieux » ou « Le conflit n'est pas religieux » que j'ai aussi traduit dans ce petit recueil qui s'appelle « Le mur de fer » parce qu'il exprime aussi des idées très intéressantes. Alors évidemment, il serait facile de dire qu'il n'avait pas prévu la montée de l'islam, qu'il s'est trompé ou que les choses aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il décrit à son époque. Mais en vérité, bien sûr, moi, mon propos, c'est de montrer en quoi il est resté actuel. Mais Jabotinsky, malgré tout, était quand même assez lucide, même en 1923, même avant le réveil de l'islam auquel on a assisté depuis. Et je vais vous en donner juste un exemple très parlant. Pendant la Première Guerre mondiale, donc cette période très riche et très importante dans l'histoire du mouvement sioniste et du peuple juif, eh bien, il était donc correspondant de guerre d'un journal russe et à un moment, il propose à son rédacteur en chef d'aller faire une tournée dans les pays d'Afrique du Nord. Il dit à son rédacteur en chef, je vais aller vérifier si l'appel au djihad lancé par l'Empire ottoman a des chances d'être entendu. Donc, c'est Jabotinsky lui-même qui a cette idée de reportage. Et donc, le rédacteur en chef lui dit, vas-y. Et il se rend dans tous les pays d'Afrique du Nord. Et finalement, il donne pas beaucoup de détails, mais il dit, je suis revenu en France. Il était basé en France à l'époque. Et j'ai écrit un article et j'ai dit à mon rédacteur en chef, le djihad n'aura pas lieu. L'appel au djihad lancé par l'Empire ottoman ne sera pas entendu. Et il le décrit ça en quelques lignes, mais je dirais que le diagnostic est tout à fait exact. Effectivement, le djihad n'a pas été entendu et les populations musulmanes d'Afrique du Nord ne se sont pas soulevées comme l'escomptait l'Empire ottoman. Tout ça pour vous montrer à la fois, je dirais, la perspicacité et aussi la grande pénétration psychologique de Jabotinsky. Et d'ailleurs, à ce propos, il écrit, quand il décrit cet épisode, il dit « Un bon journaliste, lorsqu'il visite un pays étranger, en sait plus que n'importe quel diplomate. » Alors évidemment, il parle d'une autre époque. De ce point de vue-là aussi, les choses ont beaucoup changé. Les journalistes de cette époque, c'était autre chose que ceux d'aujourd'hui. Voilà, j'en dis pas plus. Toujours sur… donc, je reviens à cette idée de ce fantasme qu'on pourrait acheter la paix des Arabes, on pourrait acheter la paix avec les Arabes, on pourrait acheter quelque part l'accord des Arabes autochtones d'Eretz Israël, comme ils les appellent, aux projectionnistes. Eh bien, je disais que cette idée, elle est toujours présente aujourd'hui parce que malheureusement, c'est précisément l'erreur qu'on a fait en Israël de croire qu'on pouvait finalement accepter la Pax Islamica et laisser passer l'argent du Qatar dans la bande de Gaza et de ce fait amadouer ou simplement modérer les ardeurs guerrières du Hamas. Et on a, parmi les nombreuses révélations des dernières semaines, on a notamment appris que le plan évidemment très intelligent qui avait été conçu par le Hamas consistait justement à abonder dans ce sens, à nous faire croire qu'effectivement, le Hamas était en train d'être dissuadé, comme on dit en hébreu, et que l'argent du Qatar allait quelque part permettre de le
d'en faire un acteur beaucoup plus rationnel et avec toujours cette croyance sous-jacente que si on fait monter le niveau de vie des habitants de Gaza, alors ils vont devenir moins belliqueux et ils vont quelque part se contenter d'avoir une vie tranquille. Et cette idée, donc cette idée naïve et cette idée fausse et qui nous a coûté très cher, en même temps, je dirais qu'elle a un soubassement tout à fait logique parce que on prête toujours à nos ennemis, à nos voisins, le même mode de réflexion, le même mode de pensée qui est le nôtre. Et effectivement, nous, en Israël, on aspire tous à élever nos enfants dans la paix et dans la prospérité. On a du mal à imaginer que pour les habitants de Gaza, le but principal de la vie, c'est autre chose. Hein. Et donc, Jabotinsky, qui ne pensait pas la situation à son époque dans les termes de l'islam qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, il avait bien compris, et je dirais, c'est aussi tout à son honneur, c'est qu'il avait eu aussi sur ce point-là une très grande perspicacité en comprenant que on ne peut pas acheter le sentiment national des Arabes. Et c'est une idée qui revient d'ailleurs plusieurs fois. Dans ce texte, il dit notamment, on ne peut pas leur promettre des chemins de fer, on ne peut pas leur promettre des avantages économiques, et ce n'est pas comme ça qu'on va leur faire accepter le but du sionisme. Donc finalement, je dirais qu'il a à la fois une grande lucidité sur le fait que le sionisme ne peut pas se réaliser par des moyens pacifiques dès lors que les Arabes s'y opposent, et en même temps, ce qui est frappant chez lui, et Yoël l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'il y a un grand respect de l'ennemi. C'est-à-dire que Jabotinsky fait partie de ceux qui savaient très bien qu'en Eretz Israël, il y avait ce qu'il appelle les autochtones hein, dans le vocabulaire de l'époque, et que nous, les colonisateurs, au sens positif, ceux qui vont apporter la civilisation, c'est aussi une idée très présente chez Jabotinsky, c'est que le sionisme vient apporter la civilisation dans un pays qui est arriéré du point de vue culturel et du point de vue économique et aussi du point de vue de la civilisation. Pendant des décennies, on nous a fait croire que c'était une idée raciste et que c'était une idée inacceptable. Et puis aujourd'hui, quand on voit les méthodes de guerre du Hamas, finalement, on comprend que non, c'était pas une idée, c'était une idée qui était tout à fait justifiée. Effectivement, nous sommes venus ici aussi pour civiliser des populations qui, dans leurs mœurs, sont arriérées. Arriéré, ce n'est pas une insulte, ça veut dire simplement qu'elles n'ont pas encore fait les progrès que l'humanité dans son ensemble a fait pour s'éloigner de la barbarie, pour s'éloigner de ces mœurs archaïques. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les Arabes qui nous entourent, que ce soit ceux de Gaza, mais sans doute aussi ceux de Judée-Samarie et ceux d'autres endroits dans le monde arabe, pas tous heureusement, sont restés ces peuples archaïques que Jabotinsky regarde avec un mélange, je dirais, de respect et de lucidité. Et c'est ça qui est frappant chez lui. C'est que, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tellement critique et parfois très ironique envers les pacifistes de son époque, parce qu'il dit ce pacifisme, tous ces bons sentiments procèdent en fait d'un mépris. On méprise les Arabes et c'est pour ça qu'on dit on va les acheter avec des avantages économiques, on va leur donner un peu d'argent, on va laisser passer des valises d'argent et comme ça, on va tempérer leurs ardeurs guerrières et ils vont se contenter d'envoyer leurs enfants à l'école et on aura shalom à l'Israël. Eh bien, Jabotinsky avait compris à la fois, je dirais, la condescendance qui était sous-jacente dans ce discours et aussi il avait compris que c'était une erreur et que jamais on ne pourrait réaliser les objectifs du sionisme par ces moyens en promettant à nos voisins arabes des avantages économiques. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'histoire lui a donné tragiquement raison. J'en viens à la troisième idée phare du mur de fer, qui est peut-être l'idée phare avec un grand I de ce texte, qui est celle que la paix ne viendra que lorsque les Arabes seront intimement convaincus qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter notre présence sur cette terre. Et évidemment, c'est à la fois, je dirais, une idée abstraite, mais qui a aussi des conséquences très concrètes, comme on va le voir. Et je dirais que c'est l'intuition fondamentale du mur de fer, et c'est peut-être l'idée de Jabotinsky qui a été le mieux acceptée et en même temps appliquée de manière tout à fait inégale
tout à fait inégale, mais c'est celle qui a été le plus acceptée à la fois dans la pensée sioniste mainstream et aussi dans la doctrine stratégique d'Israël. Au point que si aujourd'hui vous faites une recherche sur Internet sur le mur de fer, vous verrez qu'on en parle beaucoup dans toutes sortes de textes, dans toutes sortes de documents, y compris dans des documents internes de Tsahal, dans des documents de doctrine militaire israélienne. Le mur de fer, c'est devenu un des piliers de la stratégie israélienne. Alors, dans quel sens? Et est-ce que, la question évidemment cruciale, est-ce qu'on a réussi finalement à ériger ce mur de fer? Et si on n'a pas réussi, pourquoi? Et donc, la question qui fait le titre de mon exposé, c'est quoi la différence entre le mur de fer et le dôme d'acier, pour ne prendre qu'un seul exemple? Alors, l'idée du mur de fer, comme je l'ai dit, comme l'a dit Yoël aussi, c'est l'idée de la dissuasion. Mais la dissuasion, ça n'est pas seulement la dissuasion au sens strictement militaire. La dissuasion, ça veut dire être suffisamment fort pour que nos ennemis intègrent eux-mêmes, en leur fort intérieur, qu'ils aient cette conviction complètement, je dirais, totalement acquise, qu'ils ne pourront pas nous faire partir d'Eretz Israël. Et dans ce cas-là, ils seront obligés, finalement, par la force des choses, par la force de la réalité, de nous accepter. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Hein. C'est pas du tout évident. La preuve, c'est qu'on n'y est pas encore arrivé au bout de 100 ans. On n'a toujours pas réussi, malgré toute notre puissance, malgré tous les atouts et toutes les réalisations qui sont indéniables de l'État d'Israël depuis 100 ans, depuis que Jabotinsky a écrit ce texte. Eh bien, on a créé un État très fort, on a créé une puissance économique, une puissance militaire, une puissance technologique, et pourtant, le mur de fer, il n'existe toujours pas. Et c'est la question à laquelle je voudrais donner maintenant des éléments de réponse, évidemment, parce que c'est une question très vaste et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais pourquoi finalement est-ce qu'on n'a pas réussi à créer ce mur de fer? Eh bien, je dirais que d'abord parce que la dissuasion, ça n'est pas donc seulement la dissuasion économique, la dissuasion militaire, c'est pas seulement montrer que nous sommes puissants militairement. Hein, c'est montrer aussi, la dissuasion, ça a aussi des aspects moraux, des aspects spirituels. Et à propos de spirituel, vous savez par exemple que Jabotinsky, dans un des textes qu'il consacre aussi d'ailleurs à la question militaire, il dit que le sionisme suprême sera celui qui viendra après le kibbutz galouyot, après le rassemblement des exilés, après la création de l'État d'Israël et le rassemblement des exilés. La troisième étape, celle qu'il appelle le Tzionut Aromema, le sionisme suprême, consistera à faire d'Israël une puissance culturelle. Et quand il veut décrire qu'est-ce que c'est cette puissance culturelle, eh bien, il cite le prophète Isaïe, Ki mitzion tetzeh Torah. Ce qui là aussi est un démenti flagrant à tous ceux qui ont présenté Jabotinsky comme un laïc pur et dur et comme un ennemi de la tradition juive. C'est l'objet d'un recueil que j'ai publié il y a quelque temps sur le rapport de Jabotinsky avec la tradition d'Israël. Alors, je referme cette petite parenthèse. Donc, la dissuasion, finalement, c'est montrer à nos ennemis que nous sommes forts, mais cette force, elle a beaucoup de facettes différentes et j'en donnerai juste une illustration. C'est que la force d'Israël, non seulement elle n'est pas purement militaire ou économique, mais c'est aussi sa cohésion interne, c'est aussi la cohésion de sa société. Et ça, c'est un aspect auquel les Arabes sont très sensibles et ils sont sensibles depuis très longtemps. Vous savez qu'un des objectifs des renseignements militaires dans chaque pays vis-à-vis des voisins et de ses ennemis en particulier, c'est de connaître la société de l'intérieur. Et les Arabes qui connaissent très bien l'hébreu lisent la presse israélienne, se tiennent au courant de l'actualité israélienne et évidemment sont au courant de toutes les divisions internes. Et on a cité, évidemment, c'est l'actualité brûlante, on cite presque tous les jours dans les médias israéliens le fameux discours de Nasrallah sur la toile d'araignée. Aux yeux de beaucoup de nos ennemis, Israël était devenu une toile d'araignée. Ça ne veut pas dire qu'on était devenu, ça veut pas dire qu'on avait perdu nos capacités militaires, mais ça veut dire qu'on était tellement peut-être divisés entre nous, ou peut-être qu'on avait perdu l'esprit combatif qui était celui de Tsahal autrefois,
Et donc, notre force militaire, finalement, aux yeux de Nasrallah, c'était devenu pas plus que la force d'une toile d'araignée. D'ailleurs, l'image est d'ailleurs un petit peu inexacte parce qu'une toile d'araignée, en fait, c'est assez résistant. Ça a l'air comme ça très fragile, mais c'est assez résistant. Donc, peut-être que Nasrallah s'est trompé sur ce point-là aussi. Donc, voilà la cohésion. Et si vous voulez, peut-être pour ajouter quelques mots sur ce sujet des renseignements, je parlais de l'importance pour les renseignements militaires de connaître l'état d'une société. Vous savez que le renseignement militaire, parce que évidemment c'est un sujet qui est doublement d'actualité, on a parlé 50e anniversaire du Merdal, de la guerre de Kippour, de l'échec de la guerre de Kippour, l'échec du renseignement militaire israélien, et maintenant on est plongé dans un nouvel échec du renseignement militaire. Et finalement, c'est quoi le renseignement militaire? C'est à la fois comprendre, connaître les capacités de l'ennemi. Ça, je dirais, c'est l'aspect le plus basique, c'est le plus facile, hein, de savoir quels sont ses armements, quelles sont ses capacités, mais c'est surtout de savoir quelles sont ses intentions. Et c'est là que on s'est sans doute trompé lorsqu'on a pensé que le Hamas était, comme on a dit, dissuadé. On a cru finalement que l'ennemi avait renoncé au projet de nous attaquer, ou simplement qu'il l'avait mis sous le tapis, qu'il l'avait repoussé au calandre, et on s'est donc trompé sur les intentions. Et Jabotinsky, avec sa grande perspicacité, et avec aussi, je dirais, cette espèce de respect qu'il a pour les Arabes, je crois que la phrase a été citée tout à l'heure, mon attitude envers les Arabes est semblable à mon attitude envers tous les autres peuples, une indifférence polie. Alors, il le dit toujours avec une certaine ironie, mais lorsqu'il parle d'indifférence, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas mépriser son ennemi, on ne doit pas non plus le craindre, évidemment, mais on doit jamais le sous-estimer. Et de ce point de vue-là, je dirais que la leçon de Jabotinsky n'a pas été entendue, ou en tout cas, elle a été perdue de vue. C'est-à-dire que finalement, on a fini par croire que non seulement on était plus puissant militairement que nos ennemis, en tout cas nos ennemis les plus proches, parce que je laisse de côté le problème de l'Iran, mais vis-à-vis du Hamas, en tout cas vis-à-vis des Palestiniens, finalement, on s'est habitué à penser que il n'y avait pas de menace stratégique pour Israël. Donc, il y avait une espèce, je dirais, d'orgueil et surtout de méconnaissance profonde de ce que c'est d'une part que le Hamas, et aussi simplement ce que c'est que quelles sont les intentions profondes des habitants de Gaza. Hein, parce que, petite parenthèse aussi, on dit aujourd'hui qu'on se bat pour éradiquer le Hamas, mais en fait, notre guerre, c'est une guerre contre Gaza, tout simplement. Autrefois, on aurait dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ne se battaient pas contre le parti nazi, ils ne se battaient pas contre les Waffen-SS, ils se battaient contre l'Allemagne. Et le but, c'était de vaincre l'Allemagne. Et de ce point de vue-là, je pense que le but de l'armée israélienne aujourd'hui, c'est tout simplement de défaire Gaza en tant qu'entité aussi géographique et géopolitique. Alors, j'en viens, si vous voulez, à la question de en quoi est-ce que le mur de fer a été oublié, en quoi est-ce que cette notion s'est effacée progressivement, s'est estompée, et surtout, pour être beaucoup plus précis, en quoi est-ce que le dôme d'acier n'est pas la réalisation du mur de fer. Je crois que c'est un sujet important, essentiel. Personnellement, ça fait des années que j'en parle, donc bien avant cette guerre, et il y a une époque où quand je disais quand je critiquais le dôme d'acier, j'avais l'impression qu'on me regardait comme un fou, mais malgré tout, je pense que l'idée fondamentale était déjà valable bien avant cette guerre dans laquelle on est plongé aujourd'hui. Et cette idée, je dirais, c'est que le dôme d'acier, ça ne peut pas être le mur de fer, c'est presque le contraire du mur de fer. Pourquoi? Parce que dans l'idée de Jabotinsky, le mur de fer, ça veut dire dissuader nos ennemis, ça veut dire les empêcher de nous attaquer. Et aujourd'hui, toute la stratégie, toute cette notion d'armée intelligente, d'armes intelligentes, d'armée technologique qui s'est développée depuis 2 ou 3 décennies, eh bien, elle repose finalement sur un concept qui est très, très différent du mur de fer,
Et c'est quelque chose de très facile à comprendre. Si on avait un dôme d'acier entièrement étanche qui marchait à 100%, donc finalement, aucun missile du Hezbollah ou du Hamas ne pourrait toucher le territoire israélien. On n'en est pas là, évidemment, mais admettons que ce soit possible du point de vue technologique. Eh bien, on aurait finalement, paradoxalement, un territoire israélien qui serait entièrement sanctuarisé contre les missiles. Évidemment, il n'y a pas que les missiles, on l'a bien vu il y a un mois, mais on serait entièrement protégé contre les missiles. Mais du point de vue du mur de fer de Jabotinsky, ça serait la négation totale du mur de fer, puisque le Hamas et le Hezbollah pourraient envoyer des missiles tous les jours de l'année, et ça, pour nous, ça serait comme la météo, ça serait comme la pluie, et ça ne nous ferait pas plus de mal qu'une piqûre de moustique. Ça ferait même pas l'effet d'une piqûre de moustique. Donc, je dirais ça, c'est le paradoxe de ce que j'appelle une illusion technologique que beaucoup de gens ont décrit. Évidemment, j'ai rien inventé, mais finalement, on peut rattacher ça, je dirais, à la question du progrès technologique en général, c'est-à-dire que toute invention, toute innovation comporte aussi une régression. Si, pour prendre un seul exemple, aujourd'hui, quand on se déplace, on se sert de Waze ou d'un autre logiciel, et finalement, on est incapable de se repérer sur une carte comme on utilisait autrefois, ou on est incapable de se repérer simplement physiquement dans les lieux où on est totalement dépendant de cette technologie. Eh bien, le dôme d'acier, c'est la même chose. C'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'en nous protégeant des missiles, en les détruisant en l'air, finalement, on s'est empêché de penser la menace sur le plan, je dirais, de ce qu'elle représente à la fois stratégiquement et aussi sur le plan moral. C'est-à-dire qu'on s'est privé de l'obligation que n'importe quel État fort comme on aspire à l'être, l'obligation qu'il a d'anéantir la menace que ses voisins font peser sur lui, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, d'ailleurs, les choses ont changé comme presque instantanément le 7 octobre. Après le 7 octobre, il y a beaucoup de vieilles conceptions qui d'un seul coup se sont révélées totalement fausses et sont presque tombées aux oubliettes, en tout cas on l'espère. Et notamment, aujourd'hui, tout le monde comprend, ou presque en Israël, qu'on ne peut pas vivre sous la menace des missiles du Hamas au sud et missiles du Hezbollah au nord. Et tout le monde sait très bien qu'une fois qu'on aura écarté la menace du Hamas, on devra aussi écarter la menace du Hezbollah et on ne sera même pas obligé d'ailleurs d'attendre qu'ils nous attaquent. On pourra, nous, la détruire de manière préventive. Et ça, je dirais que c'est une idée fondamentale de toute doctrine militaire acceptée aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le casus belli. C'est-à-dire que si vous avez un voisin qui a des intentions hostiles et qui masse à votre frontière des armes offensives, eh bien, vous n'avez même pas besoin d'attendre qu'il vous attaque pour vous-même faire une attaque préventive. Israël l'a fait l'a fait très souvent dans son histoire militaire, n'est-ce pas? Eh bien, cette idée tout à fait basique, tout à fait évidente, on l'a oubliée parce que finalement, on s'est habitué à penser que si on était protégé par une technologie très puissante, eh bien, alors on n'avait plus besoin finalement, on pouvait vivre avec la menace des missiles du Hamas et du Hezbollah. Et ce n'est pas seulement un problème militaire, c'est aussi un problème beaucoup plus profond. Et c'est en ça, je dirais, que l'idée du mur de fer est toujours pertinente. C'est ça qu'elle nous permet de comprendre. Hein. Dans la mesure où on veut dissuader nos ennemis, on ne peut pas les laisser constituer des stocks de missiles et nous menacer même virtuellement, simplement parce qu'on a un moyen technologique de nous protéger. Du point de vue du mur de fer, c'est une aberration totale. Et donc, si je devais imaginer qu'est-ce qu'aurait dit Jabotinsky du dôme d'acier, du Kippat Barzel, eh bien, je crois qu'il aurait dit tout simplement que c'est l'illustration de quelque chose qu'il avait souvent critiqué, c'est-à-dire une forme d'intelligence juive qui est totalement coupée du bon sens. Hein. Peut-être ce qu'on pourrait appeler de manière un peu simpliste comme ça le pile-poule, c'est-à-dire cette façon juive de trouver toutes sortes de solutions, d'hypothèses, de raisonnements très intelligents, mais qui sont un petit peu coupés, qui sont un petit peu hors sol. Et Jabotinsky, il avait une expression tout à fait spéciale. Il disait nous, on a besoin, nous les Juifs, nous avons besoin aussi de ce qu'il appelait le Goyscher Kopf, c'est-à-dire la cervelle du Goy, qui est une expression tout à fait péjorative en yiddish, mais dans la bouche de Jabotinsky, c'était une expression positive. Ça voulait dire
nous les Juifs, nous avons besoin du bon sens des goïms. Et vous savez que il n'était pas le seul dans ce cas-là. Il y a beaucoup de dirigeants sionistes ont trouvé souvent une oreille tout à fait positive et beaucoup plus favorable chez des non-juifs, et notamment, par exemple, chez des protestants philo-sionistes, que chez les Juifs eux-mêmes. C'est le cas de Herzl lui-même, c'est le cas aussi de Jabotinsky. Et Jabotinsky, qui avait donc cultivé beaucoup de relations d'amitié avec des non-juifs et notamment avec des patriotes, des nationalistes de différents pays européens, dans le cadre de son combat pour les droits des minorités, pour les droits des différentes nations dans l'Empire tsariste, eh bien, il avait donc cette vision positive de l'intelligence des non-juifs. Et donc, c'est pour ça que j'imagine très bien Jabotinsky parler du dôme d'acier en y voyant une illustration de cette forme d'intelligence juive qui, finalement, pour résoudre un problème très simple, en tout cas du point de vue conceptuel, si des ennemis amassent des missiles à votre frontière, eh bien, on ne va pas aller les détruire, on ne va pas faire d'attaque préventive, on va simplement inventer un système très intelligent qui fera que les missiles seront détruits en vol. Alors, voilà, peut-être je ferme le sujet du dôme d'acier et je vais peut-être parler un tout petit peu de la barrière de sécurité. Là aussi, est-ce que le mur de fer, est-ce que la barrière intelligente, c'est le mur de fer? Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on sait tous on a tous eu la réponse tragique il y a un mois. On sait tous que ce n'était pas du tout ça, le mur de fer. Mais finalement, si on essaie de comprendre un petit peu pourquoi, c'est quoi la différence entre le mur de fer et une barrière intelligente? Le mur de fer, ça ne peut pas être un obstacle physique, ça ne peut pas être une ligne Maginot, ça ne peut pas être la ligne Bar-Lev et ça ne peut pas être la barrière intelligente. Puisque le mur de fer, c'est l'idée que nos ennemis non seulement ne parviendront pas à rentrer sur notre territoire, mais qu'ils n'en auront même plus l'envie, ils n'en auront même plus le désir. Donc, on est à une phase beaucoup plus avancée de la dissuasion. Ce n'est pas seulement protéger nos frontières, ce qui est évidemment déjà un impératif crucial et très important, qu'on a d'ailleurs aussi négligé malheureusement, mais c'est l'impératif finalement de faire la démonstration d'une telle force que l'ennemi, finalement, sera neutralisé dans ses ambitions belliqueuses, dans ses ambitions conquérantes. Donc, on en était très loin jusqu'au 7 octobre. Et puis, comme dans la Megillat Esther, Nahaforu, tout d'un coup, la situation s'est renversée. Et la tragédie qu'on a vécue il y a tout juste un mois, eh bien, elle nous a amené, je dirais, à revoir de manière plus ou moins consciente et plus ou moins délibérée toutes ces fausses conceptions, toutes ces fausses idées qui n'étaient pas du tout le mur de fer. Elles ont été balayées d'un seul coup par l'histoire. Et finalement, et c'est sur ce sujet que je voudrais peut-être conclure, eh bien, finalement, on est en train de revenir au mur de fer. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de revenir au mur de fer? Eh bien, je dirais que les événements qu'on a vécus il y a un mois, c'était comme une terrible piqûre de rappel, à la fois pour l'État d'Israël, pour son armée, pour ses dirigeants, et aussi pour le peuple israélien, et même pour le peuple juif dans son ensemble. Et tout d'un coup, on a été rappelé, on a été ramené à cette réalité très difficile de l'existence du peuple juif, qui nous a accompagnés pendant toute notre histoire. Et c'est frappant d'ailleurs de lire le Sefer Bereshit, la Genèse, pendant ces semaines qu'on vient de vivre, parce qu'on a l'impression que ça nous parle aussi de ce qu'on vit aujourd'hui. Je dirais que tout d'un coup, on se rend compte que l'existence juive est toujours précaire. Et le rêve, évidemment, des pères fondateurs du sionisme, et surtout de Jabotinsky, c'était de mettre fin à cette précarité, mais quelque part, ce rêve, il n'est pas entièrement réalisable. Mais ça, c'est peut-être un sujet, je ne veux pas déborder sur un autre sujet. Mais en tout cas, je dirais que l'impératif du mur de fer, c'est un impératif qui n'est peut-être pas entièrement réalisable, mais qui doit toujours rester comme un idéal devant nous. Et il faut surtout ne jamais perdre de vue cet idéal, ne jamais croire que ça y est, on est arrivé à la sécurité entière et absolue et qu'on peut se reposer sur nos lauriers. Je dirais que ce qu'on a vécu depuis un mois, ça nous rappelle à la fois le prix que nous devons payer pour assurer notre existence au milieu d'ennemis acharnés barbares, et ça nous fait comprendre aussi le lourd tribut qu'on doit payer pour avoir un État, celui qu'ont payé nos soldats, celui que payent les familles de nos soldats, mais ça nous rappelle aussi le prix
à payer par les Juifs lorsqu'ils n'ont pas d'État et pas d'armée. Et de ce point de vue-là, le sionisme de Jabotinsky, qui est le sionisme de Herzl, avec en plus la dimension militaire que Herzl n'avait pas du tout envisagée, eh bien, il est, je dirais, non seulement il est d'actualité, d'une actualité brûlante, mais il est cruellement d'actualité. Je dirais que pour tous ceux qui avaient cru pendant des décennies que le sionisme, c'était quelque chose de passé, que ça y est, l'État d'Israël existait, donc le sionisme, ça relevait uniquement de l'histoire, eh bien, on a reçu un cruel démenti. Le sionisme, non seulement il est d'actualité, mais il est d'une actualité, ça doit être aujourd'hui l'impératif de tous les Juifs dans le monde entier, c'est de réaliser l'idéal sioniste, c'est-à-dire de donner aux Juifs en Israël, en dehors d'Israël, les moyens de se défendre. Et pour conclure sur une note optimiste, je dirais que la deuxième leçon des événements tragiques que nous avons vécus, c'est que même si nous avons failli, même si nous nous sommes endormis sur nos lauriers et si nous sommes endormis pendant la garde, comme on dit en hébreu, eh bien, le réveil terrible, lui, il a été très rapide et il a été sans aucune hésitation. Et tout cet ethos, cette idéologie pacifiste, post-sioniste qui avait gagné les plus hauts échelons de l'establishment en Israël, à la fois civil et militaire, eh bien, aujourd'hui, il est en train de se dissiper. Et finalement, ce qu'on voit ces jours-ci, les quelques images qui nous parviennent de la bande de Gaza, je dirais, c'est une armée qui se bat avec la même ardeur qu'en 1948, c'est-à-dire une armée le dos au mur qui sait qu'elle se bat pour notre existence et pas pour autre chose. Hein. Et de ce point de vue-là, je dirais que la révolution du sionisme et du sionisme de Jabotinsky en particulier, eh bien, elle a réussi parce que même si nous avons failli, même si nous sommes faillibles et si nous sommes capables de commettre des erreurs tragiques qui nous coûtent très cher, eh bien, malgré tout, le nouveau juif que Jabotinsky appelait de ses voeux, eh bien, il est bien là. Il est là aujourd'hui, il se bat aujourd'hui à Gaza. Et l'exemple que nous donnent aujourd'hui les soldats qui sont à Gaza, c'est tout à fait conforme à cet idéal du nouveau juif que Jabotinsky avait évoqué dans le Shir Betar, quand il disait « Par le sang et par la sueur s'élèvera une race fière, noble et cruelle. » Et oui, effectivement, les soldats d'Israël aujourd'hui sont fiers, ils sont nobles, ils sont peut-être pas cruels, mais peut-être qu'ils doivent l'être un petit peu plus aussi. Ça, c'est moi qui l'ajoute. En tout cas, ils sont forts, ils sont courageux et ils illustrent tout à fait cet idéal du Bétar, du Shir Bétar, du Hadar, de la splendeur que Jabotinsky avait décrit là aussi il y a 100 ans. Et je terminerai en disant que Dieu donne à nos soldats et qu'il nous donne à nous tous la victoire et que surtout que nous soyons tous maintenant convaincus que le mur de fer est une nécessité impérieuse. Merci à tous de votre attention. Merci Pierre Lursa pour cette analyse profonde et pertinente. On va laisser un temps aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Juste avant, je précise que j'ai mis sur le chat un lien pour un questionnaire très court de 3 questions pour améliorer nos activités ou pour savoir d'où vous nous écoutez ou qu'est-ce que vous aimeriez entendre aussi. Et je vais aussi mettre le lien pour le groupe WhatsApp des francophones. Voilà, je viens de le mettre, du Centre Begin. Encore merci à Pierre Lursa. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez-y. On m'entend? Oui. Oui. Moi, la question. D'abord, je voudrais féliciter Pierre pour cet exposé. Et ça fait vraiment du bien de retrouver un petit peu l'esprit de Jabotinsky, savoir qui il était, ses écrits, etc. Mais moi, j'ai une question, comme on dit en hébreu, un peu tarless. OK, la muraille d'acier, le fait de se protéger. Enfin bon, tout ça, on le sait. Moi, je me rappelle de Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, il y a 20 ans, qui nous disait la même chose, etc. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Demain, on va gagner la guerre, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des 2,5 millions d'Arabes qui vivent à Gaza? Qu'est-ce qu'on fait des Arabes qui vivent en Judée-Samarie? Donc, est-ce qu'on fait un grand État binational ou un État commun avec je sais pas, avec un turnover de présidents comme au Liban, un jour un juif, un jour un musulman, un autre jour un chrétien? Ou est-ce qu'on déchire le traité de paix avec la Jordanie pour créer un État palestinien dans ce qu'ils appellent justement la Palestine historique, hein, puisque
Palestine historique, c'est un nom qui revient très souvent chez les pro-palestiniens. Donc là, pour le coup, la Palestine historique, ça fait partie de la Jordanie. Donc il faudrait déchirer peut-être l'accord de paix avec la Jordanie. Zichrono livracha Yitzhak Shamir, combien il avait raison quand il parlait de délégation jordano-palestinienne. C'est ça qu'il aurait fallu. Enfin, en tout cas, moi, voilà, je n'ai pas la réponse. Moi, on me donne une baguette magique en me disant, voilà, Laurent, fais ce que tu veux tout de suite après la guerre. Ça se réalisera. Je serai incapable de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, d'un point de vue politique et tachles, qu'est-ce qu'on fait à court et à moyen terme? J'ai une autre question. Je peux poser une autre Attendez, question. on va entendre la réponse de Pierre Lursas, si vous voulez dire quelque chose, et après, ce sera à vous, madame. Je veux bien répondre à 2 questions en même temps, ou à 2-3 questions en même temps. Comme vous voulez. Les questions, elles sont très brèves, Pierre Lursa. Bonjour, Pierre. Allez-y. Bonjour. J'ai 2 questions parce que je suis assez néophyte dans le sujet. Est-ce que Jabotinsky, à un moment donné, parle des Arabes, de ce qu'il appelle Arabes, en distinguant chrétiens et musulmans dans la région? Parce que l'attitude des uns et des autres me paraît avoir des caractéristiques qui peuvent être complètement différentes. C'était ma première question. J'en avais une autre, mais là, elle m'est sortie de l'esprit. Voilà. Alors, je vais répondre à ces 2 questions. D'abord, pour les chrétiens et les musulmans, à ma connaissance, Jabotinsky n'avait pas fait cette distinction, en tout cas pas dans les textes que je connais et que j'ai traduits, mais évidemment, il a été tellement prolifique que je ne prétends pas connaître tout ce qu'il a écrit, évidemment, loin de là. Mais à ma connaissance, moi, je ne connais pas qu'il ait fait de distinction sur ce sujet. Et comme je vous l'ai dit, pour lui, le conflit n'était pas un conflit religieux, c'était un conflit national. Donc, de ce point de vue-là, arabes chrétiens ou musulmans, c'est la même chose. On sait que les arabes chrétiens sont tout aussi fervents nationalistes, entre guillemets, que les arabes musulmans, même s'ils sont différents, en tout cas du point de vue de leur pratique religieuse et sinon pas du tout la même idéologie. Alors, pour répondre à la première question, je ne vais pas donner de réponse, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste dire qu'est-ce qu'on voit déjà. On voit déjà, j'ai dit que une page a été tournée dans l'histoire d'Israël et on voit déjà qu'on revient au mur de fer. J'en donnerai 2 ou 3 exemples. Non seulement on le voit dans les combats à Gaza, on voit qu'il y a beaucoup de pages du code éthique de Tsahal qui sont totalement obsolètes et que plus personne ne réclame leur respect. Tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, les soldats d'Israël se battaient pour vaincre. Et d'ailleurs, même le mot même de victoire, Nitzachon, refait partie du lexique de nos dirigeants politiques, civils et militaires. C'était un mot qu'on avait oublié. On avait dit qu'il était revenu à l'époque de Kochavi, mais il était revenu peut-être 1 ou 2 fois dans un discours, mais aujourd'hui, on entend tous les jours le mot de Nitzachon, on entend le mot de écraser le Hamas. Je ne dis pas que tout est parfait, mais on voit bien qu'il y a un changement dans la Todaha, un changement dans la conscience de nous-mêmes, de nos objectifs, de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est tout à fait positif, c'est tout à fait dans l'esprit de Jabotinsky. Alors, un autre exemple, c'est par exemple la façon dont Israël aujourd'hui réprime et poursuit toutes les manifestations de soutien au terrorisme, au djihadisme. Dès qu'il y a un Palestinien ou un Arabe israélien, peu importe d'ailleurs, il n'y a aucune distinction à ce sujet, quelqu'un qui fait la moindre expression publique de soutien au terrorisme, y compris sur les réseaux sociaux, eh bien, il tombe sous l'empire de la loi. C'est quelque chose qui peut paraître évident, mais ça n'a pas été appliqué pendant des années. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a un changement tout à fait significatif. Et je dirais de manière générale, le changement essentiel, ça ne donne pas la réponse de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Je ne prétends pas le savoir et nul ne le sait. Peut-être que les objectifs qui ont été énoncés pour l'opération de Gaza ne sont pas encore assez précis, sont pas encore assez… peut-être, je vais répondre à une autre question qui est beaucoup plus simple pour moi, c'est quel serait l'objectif de la guerre pour Jabotinsky? Ça serait tout simplement, je dirais, de rétablir la souveraineté juive sur Gaza, de reconstruire toutes les localités juives qui ont été détruites parce que
dans la doctrine sioniste, que ce soit d'ailleurs celle de Jabotinsky, mais même celle de Ben Gurion, on ne peut pas admettre que l'État d'Israël lui-même s'aborde ses propres habitants et expulse ses propres habitants. Et évidemment, il y a un lien de cause à effet tout à fait évident entre ce qui s'est passé en 2005 et ce qui s'est passé en 2023. Ça aussi, c'était un signe de faiblesse tout à fait flagrant du point de vue des Arabes. Si nous-mêmes, on expulse nos propres habitants, alors ça veut dire qu'on n'a pas de droit sur cette terre. Et de ce point de vue-là, Jabotinsky n'avait aucun doute. Et je dirais que la conviction qu'il avait qu'on ne peut pas acheter la paix avec les Arabes, elle s'accompagnait toujours d'une conviction encore plus forte dans nos propres droits sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que pour Jabotinsky, comme il le dit souvent, il n'était pas question de penser que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre, hein, selon le fameux slogan qui était attribué, je crois, à Israël Zangwill, mais qu'on nous a beaucoup reproché. Pour lui, c'était évident que la terre d'Israël n'était pas une terre sans peuple, mais ça ne veut aucunement dire, à ses yeux, qu'on devait la partager avec quiconque. Et de ce point de vue-là, je crois que le texte a été montré en introduction. Dans la morale du mur de fer, l'idée, c'est que même si les Arabes rêvent de nous expulser, même s'ils invoquent des droits eux aussi sur la terre d'Israël, eh bien nos droits à nous doivent avoir priorité pour une raison très simple que Jabotinsky exprime de manière très simple, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que nous sommes le peuple sans terre, le peuple pourchassé tout au long de son histoire, alors que les Arabes ont un immense territoire et qu'ils peuvent tout à fait se passer de la terre d'Israël. Et une deuxième raison d'ailleurs qu'il invoque dans le même texte, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, c'est que c'est nous, les Juifs, qui avons fait fructifier cette terre et qui l'avons transformée d'un désert en une terre à la fois qui avons fructifié matériellement, mais aussi sur le plan spirituel. Tout ce que, et Jabotinsky, je le cite de mémoire, tout ce qui a été fait de grand sur cette terre d'Eretz Israël l'a été fait par les Juifs. Et de ce point de vue-là, Jabotinsky n'a aucun doute sur le fait que la souveraineté juive doit être établie non seulement sur ce qu'on appelle aujourd'hui de façon assez trompeuse le Grand Israël, qui est pas plus grand que 3 départements français, mais aussi sur la deuxième rive du Jourdain. J'espère qu'il n'y a aucun représentant diplomatique de la Jordanie qui nous écoute, mais du point de vue de Jabotinsky, il ne fait aucun doute que Eretz Israël, c'est les 2 rives du Jourdain, Shte Gadot la Yarden. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question, mais évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, je voudrais poser une question qui est plus politique actuelle. Netanyahou se revendique être un élève de Jabotinsky, mais si on regarde au final, c'est lui qui a appliqué la politique d'ériger des murs tout autour de l'État d'Israël, que ce soit à Gaza et même sur d'autres frontières. Et deuxièmement, j'en ai parlé dans l'introduction, c'est aussi lui qui a fait les accords d'Abraham, pensant peut-être contourner le problème local des Palestiniens. Et si on lit, comme je l'ai fait tout à l'heure, le texte de Jabotinsky, on voit que Jabotinsky prédisait que ça ne résoudrait en rien le problème, et peut-être qu'on voit aujourd'hui que ça, vu ce qu'il nous expose à la figure, il avait peut-être raison. Donc, comment vous abordez ce sujet ? Alors là, effectivement, c'est une question très vaste aussi. Je vais pas y répondre. Disons que je vais donner juste quelques pistes de réponse. D'abord parce que c'est une question très vaste, et aussi parce que je veux pas faire entendre la moindre critique envers nos dirigeants, puisqu'on est en pleine guerre. Je voudrais juste dire une chose. Quand le moment viendra, quand on aura gagné cette guerre, quand cette page de notre histoire sera déjà en train de se tourner et qu'on en viendra à faire un bilan de la période du gouvernement de Benjamin Netanyahou, eh bien, il faudra peser le pour et le contre. Il faudra voir, moi c'est une question qui m'a souvent d'ailleurs préoccupé, en quoi est-ce qu'il a été un disciple fidèle de Jabotinsky et en quoi il ne l'a pas été. Et je crois que la réponse devra être nuancée. À mon sens, je dirais que il est évident que chez le Premier ministre Netanyahou, les idées de Jabotinsky sont présentes en arrière-plan, même si elles ne l'ont pas été suffisamment. Et j'en donnerai un seul exemple. C'est l'obsession qu'il a eue depuis très très longtemps de parler du danger iranien. Et il était un des seuls, à une époque où plus personne n'en parlait dans la politique israélienne, où tout le monde considérait que ce n'était pas un sujet d'actualité, il était un des seuls
à dire qu'il fallait mobiliser une coalition internationale, il fallait que le sujet du danger iranien soit mis sur le devant de la scène, et d'ailleurs il a réussi dans une certaine mesure à le faire. Et moi j'interprète cette idée fixe de la menace iranienne comme l'héritage qu'il a reçu en tout cas de son père Ben-Sion Netanyahou, et à travers son père de Jabotinsky, puisque son père était très proche de Jabotinsky. Et pourquoi je l'interprète comme ça? Parce que le père de Netanyahou, le professeur Ben-Sion Netanyahou, avait écrit un livre sur Don Yitzhak Abravanel, un de ses grands livres sur Don Yitzhak Abravanel, dans lequel il montrait que Abravanel était un exemple d'un dirigeant qui avait réussi par des moyens politiques à protéger le peuple juif contre les dangers qui le menaçaient à son époque, une époque évidemment très lointaine. Et il y avait cette idée, vous savez que, pour faire une toute petite parenthèse sur le professeur Ben-Sion Netanyahou, qui est un personnage fascinant, eh bien, c'est un des précurseurs de l'idée du lobby juif américain. En tout cas, un des précurseurs de cette idée que le mouvement sioniste et que l'État d'Israël doit s'appuyer doit être présent sur la scène politique américaine et doit trouver des alliés dans les deux partis, dans le parti républicain, dans le parti démocrate. Et c'est un épisode de la vie de Ben-Sion Netanyahou qui se situe juste après la mort de Jabotinsky. Quand Jabotinsky meurt en 1940, et que le monde juif est saisi de stupeur, eh bien, Ben-Sion Netanyahou se trouve lui aussi aux États-Unis et il entreprend de continuer à son niveau. On ne peut pas dire qu'il est le continuateur de Ben-Sion, de Jabotinsky, mais il est au moins sur un sujet, c'est le sujet de développer des alliés pour Israël, pour le mouvement sioniste, parce qu'Israël n'existe pas encore, au sein de la scène politique américaine. Et de ce point de vue-là, Ben-Sion Netanyahou a joué un rôle très important dans l'histoire politique qui n'est pas très connue. Et donc, à cet égard, je dirais que Netanyahou a bien été le fils de son père et le disciple quelque part de Jabotinsky. Après, sur le sujet du mur de fer, c'est évidemment, il a failli, mais il a failli comme tout le monde, je dirais comme l'ensemble de l'establishment israélien, l'oubli du mur de fer, l'illusion de la barrière de sécurité, c'est malheureusement, ça dépasse de loin une personne ou même un groupe de personnes, c'est une conception qui a été généralement acceptée, qui a été refusée par des personnes isolées qui n'ont pas réussi à faire entendre leur voix. Donc, ça dépasse de très loin la question de Netanyahou. Je n'ai pas répondu à la question sur les pays arabes, qui évidemment est tout à fait intéressante. Est-ce que finalement les accords d'Abraham, est-ce que c'est conforme ou pas aux idées de Jabotinsky? Effectivement, Jabotinsky a dit de manière là aussi prémonitoire, ça ne sert à rien de trouver un accord avec les pays avoisinants si les habitants, si les autochtones eux-mêmes refusent notre présence. Alors on peut y voir une prescience de ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu, effectivement, c'est une interprétation très tentante. Ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être une interprétation différente, c'est que le fait de trouver un accord politique avec le fait de conclure les accords d'Abraham n'aurait pas forcément dû s'accompagner de cet aveuglement à l'égard du Hamas. On aurait très bien pu à la fois se protéger, ériger un mur de fer au sens jabotinskien envers le Hamas et conclure les accords d'Abraham. Les deux n'étaient pas contradictoires. Est-ce que je peux poser une question? Oui, madame. Oui, je voudrais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est utopique aujourd'hui de penser que les Arabes vont perdre espoir? Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'histoire et plus, au contraire, ils deviennent de plus en plus avoir espoir de nous chasser, de nous mettre à la mer. Alors, je vais répondre à votre question très intéressante et je vais aussi répondre à une question de Francine Kaufmann qui a été posée, je crois, sur le fil, qui demandait où est-ce qu'on peut trouver les livres de Jabotinsky que j'ai traduits en français. Alors, j'ai traduit 3 petits recueils qui sont dans une collection qui s'appelle la Bibliothèque sioniste
et qu'on trouve soit sur Amazon, soit qu'on peut même commander en librairie, puisqu'ils sont aussi publiés sur BOD, Books on Demand. Donc, en principe, vous pouvez les commander dans n'importe quelle librairie de France, n'importe quelle bonne librairie en France. Alors, pour répondre à votre question, madame, effectivement, je dirais le grand choc qu'on a tous ressenti le 7 octobre, au-delà de l'horreur, au-delà du deuil et de la tristesse, c'était finalement de voir notre capacité de dissuasion presque anéantie comme ça du jour au lendemain. D'un seul coup, on s'est dit, mais oui, Nasrallah avait raison, on n'est qu'une toile d'araignée et nos ennemis ont réussi à pénétrer sur notre territoire. Mais comme souvent dans l'histoire juive, eh bien, cette situation s'est renversée en un clin d'œil et le Hamas, qui célébrait sa victoire, a dû déchanter parce qu'on s'est ressaisi aussi vite qu'on avait été pris de surprise. Et de ce point de vue-là, je dirais, il y a aussi un parallèle avec la guerre de Kippour. Et finalement, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en tout cas, évidemment, personne ne connaît la fin de l'histoire, mais ce que nous vivons depuis un mois, je dirais, c'est finalement l'État d'Israël, à travers son armée et à travers aussi sa société, son peuple tout entier, qui démontre une capacité de résistance, de résilience et de contre-attaque qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Et de ce point de vue-là, je dirais, c'est la grande nouvelle de cette guerre, c'est que non seulement on est capable de se ressaisir, de montrer notre force, de montrer notre cohésion, de montrer notre unité, mais on est aussi capable d'infliger des coups très lourds à notre ennemi. Et l'ennemi, ce n'est pas seulement Gaza, c'est pas seulement le Hamas, c'est Gaza en tant qu'entité géographique, géopolitique. Et aujourd'hui même, on a vu à la télé israélienne ces images de colonnes d'habitants de Gaza qui brandissent un drapeau blanc. Et pour moi, cette image, elle est symbolique. Ça veut dire que les Arabes de Gaza sont en train de comprendre ce que ça veut dire lorsque Israël se dresse comme Samson. J'avais écrit autrefois un article qui s'appelait Samson enchaîné. Aujourd'hui, Samson se libère de ses chaînes et on est en train de montrer à l'ensemble des Arabes du monde entier qui nous regardent qu'on est capable non seulement de se défendre, de contre-attaquer et que c'est eux qui vont lever le drapeau blanc. Et on a aussi entendu aujourd'hui dans le discours des Arabes de Gaza un mot qu'on avait cru oublier, qu'on ne croyait qu'aujourd'hui existait que dans la propagande, le mot de Nakba. Eh bien, eux, ils sont en train de penser qu'il y a une deuxième Nakba. Et ça, c'est un signe très positif, parce que ça veut dire que finalement, l'ennemi est en train de comprendre qu'il peut subir une défaite. Et là, on est tout à fait dans la pensée du mur de fer. La dissuasion, c'est aussi d'infliger à l'ennemi une défaite qui n'est pas seulement militaire, mais qui est avant tout psychologique, n'est-ce pas? Et là, on est en train de marquer des coups, de marquer les points. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Pierre, merci pour cette... Faites court, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus le principe de dissuasion quand on est face à Parce que le principe de dissuasion, c'est que l'ennemi a peur d'être éliminé. Mais quand vous êtes face à un ennemi de type amalécite qui adore la mort, et comme on le voyait au niveau de la sortie d'Égypte, tous les peuples du monde entier craignaient le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, et pourtant Amalek, qui était loin du peuple d'Israël et qui n'était pas en conflit avec lui, est venu et a attaqué Israël. Donc, qu'en est-il de la dissuasion avec un tel ennemi? Alors, c'est une question très, très vaste qui déborde beaucoup le sujet que j'ai abordé ce soir, mais c'est une question très, très, très intéressante et à mes yeux. Je dirais très rapidement, il y a deux choses. D'une part, il y a le fait que, effectivement, c'est très difficile pour Israël. C'est une des difficultés récurrentes dans le combat d'Israël, notamment à Gaza, mais en général contre le Hamas, contre les Palestiniens en général. C'est comment est-ce que le peuple juif qui sanctifie la vie peut se battre contre un peuple qui sanctifie la mort. Et vous savez que c'est une phrase qui est omniprésente dans le discours arabe et notamment dans le discours islamiste, c'est de dire « nous aimons la mort autant que vous aimez la vie ». Et pourquoi il le répète toujours? C'est une phrase qu'on trouve à la fois chez les dirigeants du Hamas, mais aussi du Hezbollah, et même chez Arafat, je crois. Ça veut dire ils sont conscients que cet amour de la mort est une force, c'est un avantage qu'ils ont sur nous qui aimons la vie. Et effectivement, je dirais c'est une des faiblesses peut-être congénitales d'Israël face à ses ennemis, lorsqu'on affronte des ennemis aussi barbares, aussi cruels, c'est que nous-mêmes, nous sommes un peuple qui sanctifions la vie. Et ça explique aussi peut-être beaucoup d'erreurs qu'on a commises, c'est-à-dire d'en venir finalement
à vouloir adopter des valeurs morales qui ne sont pas du tout appropriées face à de tels ennemis, n'est-ce pas? Lorsque, vous savez que, par exemple, je donnerai juste un seul exemple, parce que c'est un sujet très compliqué, mais lorsque Israël a prétendu imposer des normes de droit humanitaire et de droit de la guerre qu'aucun pays dans le monde n'accepte et ne met en pratique, eh bien, ce sont des alliés d'Israël qui sont venus nous critiquer, nous faire des reproches. Ça remonte déjà à quelques années, à plusieurs années, et c'est des militaires américains notamment et occidentaux qui nous ont dit mais si on applique de telles normes dans le combat contre le terrorisme, alors on ne pourra pas gagner. Donc vous voyez que à force de vouloir être le meilleur élève de la classe et d'imposer des normes morales trop élevées, non seulement ce n'est pas efficace dans la guerre, mais en plus ça se retourne contre nous et ça ne nous rend pas plus sympathiques aux yeux de l'opinion internationale. Ça, c'est le premier aspect de ma réponse. Et quant à la question d'Amalek, effectivement, aujourd'hui, c'est aussi un des grands changements qu'on est en train de vivre, à mon avis, c'est que le peuple d'Israël, la société israélienne dans son ensemble, au-delà de tous les clivages qu'on a vus malheureusement ces derniers mois, eh bien, est en train de redécouvrir, je dirais, la dimension juive de notre combat, la dimension juive de cette guerre finalement, et on l'entend s'exprimer dans les discours de tous les dirigeants, de tout, y compris de l'opposition, de toutes sortes de gens très différents, qui ont compris que finalement, un des éléments aussi de notre force, et là aussi, je dirais, c'est tout à fait conforme à la pensée de Jabotinsky, qui n'était pas du tout le juif assimilé qu'on a parfois décrit, eh bien, notre force, elle est aussi une force spirituelle. La dimension spirituelle du mur de fer, c'est qu'on se bat au nom de certaines valeurs. Et Jabotinsky lui-même, lorsqu'il a voulu décrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle était la dernière étape ultime du sionisme, il a dit le rayonnement culturel d'Israël, eh bien, il n'a pas pu le décrire autrement qu'en citant les mots du prophète Isaïe, Kimitzion Tetzetora. Eh bien, ça, c'est aussi un élément de la force d'Israël, de la force de dissuasion d'Israël, c'est de dire nous nous battons au nom du peuple juif, au nom de la Torah d'Israël, quel que soit d'ailleurs le sens qu'on lui donne précisément. Jabotinsky n'est jamais devenu un juif religieux. Il a compris que la Torah faisait partie de notre héritage et de notre force morale et spirituelle, mais ça n'a jamais changé son attitude. Il n'est jamais devenu un juif pratiquant. C'est un sujet tout à fait différent qu'on pourrait traiter aussi, mais c'est très important de savoir qu'on se bat en tant que peuple d'Israël et donc au nom aussi de nos valeurs, des valeurs qu'on a données à l'humanité tout entière. J'ai retrouvé ma question. Allez-y. Je ne sais pas si est-ce que Pierre est encore disponible, est-ce que les gens ont encore la patience? Mais si c'est bon pour vous, Pierre, alors… Bonsoir, j'ai une question également. Jean-Marc à Strasbourg. Alors, attendez, d'abord madame. Donc, ma question, c'était, dans les livres, quelles sont les différences entre… C'est peut-être un vaste sujet, hein, mais quelles sont les différences entre les livres de Théodore Herzl sur sa conception d'Israël et les idées de Jabotinsky? Ça, c'est une question qui est assez vaste. Hein, je la pose au cas où vous voudriez répondre, Pierre, alors ça. Et puis, mon autre question, c'était donc qui m'est venue en écoutant. Donc, quand Jabotinsky pense que c'est une opposition de nation à nation et que les Juifs ont un droit sur la terre, ça signifie que les Arabes, au sens général, hein, musulmans ou chrétiens ou athées, qui habitaient là, finalement, c'est à la charge de la nation arabe de les reloger quelque part. Voilà, c'est fini. Oui, alors, peut-être, Jean-Marc, si vous voulez poser votre question aussi, je vais répondre aux deux questions en même temps. Bonsoir, Pierre, et félicitations. Vous m'entendez? Oui. Voilà. On vous entend. À propos du mur, non? On vous entend très bien. Non, on ne vous entend plus. Ah. Alors, je vais répondre à la première question sur Herzl et Jabotinsky. Jabotinsky se considérait comme le continuateur du sionisme de Herzl. Et il a été, je dirais qu'il a été de manière tout à fait évidente. En même temps, il a rajouté quelque chose au sionisme de Herzl, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la dimension militaire. C'est-à-dire que Herzl, en tant qu'homme du 19e siècle, avait totalement mis de côté la question militaire, pensait que le sionisme pourrait se réaliser par des moyens entièrement pacifiques. Hein,
quand vous relisez l'État juif ou quand vous relisez le Alt Neuland, Je ne suis pas arrivé à intervenir, Fabien. Vous avez l'impression de lire un petit peu un roman de Jules Verne, c'est-à-dire il y a une espèce d'optimisme, de confiance en l'humanité chez Herzl. Évidemment, n'est pas du tout le cas de Jabotinsky, qui lui est un homme de la fin du 19e et surtout du 20e siècle, donc qui lui est tout à fait conscient je dirais, des réalités terribles du 20e siècle. Et notamment, vous savez que Jabotinsky avait eu la prescience de la Shoah. Il fait partie de plusieurs dirigeants sionistes, de plusieurs fondateurs d'État d'Israël qui ont cette idée d'une catastrophe qui va arriver pour le peuple juif. Donc ça, c'est une des différences avec Herzl, et aussi donc la dimension, évidemment, qui était le sujet que j'ai abordé ce soir, de la dimension militaire du sionisme, qui est, je dirais, le pilier qu'il a rajouté au sionisme politique de Theodor Herzl. Alors, Jean-Marc, on vous entend maintenant? Bah, t'entends? Oui, on vous entend. Posez votre question. Merci. Sinon, sur le chat, éventuellement, parce qu'il y a un problème de… Alors, il y avait une question sur le chat. Est-ce que les changements amorcés positifs que vous avez décrits, est-ce que selon vous, ils vont durer? Eh bien, moi, bien sûr… T'as encore raté, reste là. Allez-y, Pierre. Oui, alors, écoutez, nul n'est prophète en son pays. Moi, je veux pas faire de prédiction, mais simplement, je peux exprimer ma conviction personnelle que les changements qu'on est en train de vivre seront durables pour une simple et bonne raison, c'est que je dirais qu'il y a toutes sortes d'erreurs dans lesquelles on a vécu, dans lesquelles on a été habitué à vivre pendant des décennies, et aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit que ce sont des erreurs. Et au-delà des clivages politiques, au-delà du débat politique très virulent, qui d'ailleurs ne s'est pas entièrement apaisé et qui va reprendre dès que la guerre sera terminée, eh bien, il y a des choses qu'on ne pourra plus dire. Et on ne pourra plus, il y a toutes sortes d'idées fausses qu'on ne pourra plus soutenir, qui ne seront plus acceptées par le peuple d'Israël. Et je dirais même, peut-être cet espoir que les choses vont changer, je dirais c'est un espoir que je place personnellement encore plus peut-être dans le peuple israélien, dans la société civile israélienne que dans la classe politique. Et la classe politique sera obligée, elle aussi, de s'adapter, de changer de discours et aussi d'écouter cette volonté très profonde du peuple d'Israël, à la fois de volonté d'union, de nationale, de défense, d'autodéfense. Et donc, oui, je suis assez confiant dans le fait que les changements auxquels on est en train d'assister seront des changements durables et qu'une page positive sera tournée dans l'histoire d'Israël. Monsieur Jean-Marc, faites encore une tentative. Voilà. M'entendez-vous cette fois? Vous m'entendez? Oui. Bon, alors, bravo encore une fois à Pierre. Je viens de lire que le chef d'état-major et le ministre de la Défense souhaitaient intervenir, attaquer le Nord, et que le gouvernement a refusé. La technique du mur de fer est peut-être maintenant intégrée par les militaires, mais le gouvernement, visiblement, n'adhère pas. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, moi, je fais confiance. Je dirais que j'ai parlé tout à l'heure de la menace que le Hezbollah faisait peser sur notre frontière nord et du fait que en appliquant l'idée de mur de fer, eh bien, cette menace, on ne peut pas vivre avec. On peut pas vivre avec cette menace. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir un second front aujourd'hui, immédiatement. De ce point de vue-là, je pense que l'idée qu'on doit régler chaque problème l'un à la suite de l'autre et pas les deux en même temps, elle est tout à fait logique. Et voilà. Voilà, j'en dirai pas plus sur la question. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir. Merci à tous. Alors, j'ai encore peut-être une dernière question et je vais la faire courte, même si elle va ouvrir un sujet assez vaste. Vous avez dit plutôt que Jabotinsky ne voyait pas le conflit comme un conflit religieux. Et dans ce cas-là, peut-être que, puisque nos ennemis le voient comme un conflit religieux, est-ce que le mur de fer est efficace face au djihad et peut-être qu'il est efficace face à une opposition nationaliste, mais est-ce qu'il est efficace face au djihad et à l'islamisme fondamentaliste? Vous êtes en mute, Pierre. Excusez-moi.
Voilà, c'est une question évidemment très, très, très profonde et lourde de conséquences. Effectivement, nous-mêmes, quand on dit, peut-être quand Jabotinsky disait le conflit n'est pas religieux, il avait surtout à l'idée le fait que nous, Juifs, nous nous battions pas en tant que nous n'avions aucun problème religieux avec nos voisins. Et il avait aussi cette idée que lorsque les Arabes habillaient leurs arguments d'une rhétorique religieuse, à ses yeux, c'était un petit peu artificiel. Et de ce point de vue-là, effectivement, on peut dire qu'il est dépassé, que sur ce sujet-là, sur ce point précis qui est crucial, évidemment, peut-être que son discours a vieilli, c'est ce qui est évidemment, 100 ans après, le texte ne peut pas être entièrement pertinent. Et effectivement, c'est beaucoup plus dur, sans doute, d'instaurer une force de dissuasion contre un ennemi qui, lui, est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. C'est un problème qui n'est pas nouveau dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire de la stratégie militaire. Les Américains l'ont rencontré face aux kamikazes à Pearl Harbor. C'est pas nouveau. Mais de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que notre ennemi, et c'est peut-être un des points positifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est que notre ennemi n'est pas le Hamas, notre ennemi, c'est le territoire de Gaza. Et quelque part, je dirais, notre force de dissuasion doit s'exercer vis-à-vis de l'ensemble de la population de Gaza. Et c'est bien ce qu'on est en train d'essayer de faire, en essayant de déplacer, de faire que la population se déplace vers le sud, de faire que la population aussi se désolidarise du Hamas, ce qui n'a rien d'évident, parce que a priori, elle est plutôt assez... en tout cas, du point de vue idéologique, ils n'en sont pas très loin, mais il y a quand même cette animosité que Israël peut développer par toutes sortes de moyens, notamment en révélant l'opulence dans laquelle vivent les chefs du Hamas, y compris et notamment ceux qui sont au Qatar, ceux qui sont en dehors de la bande de Gaza. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire pour finalement montrer aux habitants de Gaza qu'ils n'ont aucun intérêt à rester solidaires du Hamas. Et donc, je dirais, la capacité de dissuasion, même si elle est plus difficile à exercer, même si le mur de fer est plus difficile face à un ennemi fondamentaliste qui a un discours religieux radical, eh bien, elle n'est pas entièrement impossible. Et le deuxième aspect, peut-être, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que face à un ennemi qui se bat au nom d'une identité religieuse très affirmée, eh bien, nous aussi, notre force, c'est d'affirmer, nous aussi, notre propre identité nationale religieuse, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire que nous, on se bat aussi, quelque part, comme notre nom même le dit, on se bat aussi, Beshem Ha'el, Israël, c'est le peuple qui porte le nom de Dieu dans son nom. Donc ça, c'est aussi un élément de notre capacité de dissuasion face à un ennemi qui, lui, se bat au nom de ce qu'il appelle son Dieu, qui interprète le conflit de manière religieuse. Donc de ce point de vue-là, et là, évidemment, je m'éloigne tout à fait de Jabotinsky, mais je pense que ça fait partie aussi de notre capacité de dissuasion pour peut-être, c'est ma réinterprétation personnelle de l'idée du mur de fer au vu de tout ce qui s'est passé depuis 100 ans. Voilà, merci à tous pour Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Pierre Lursa pour cette analyse et cette conférence passionnante. Donc, les livres de Pierre Lursa, les traductions de Jabotinsky et d'autres sont disponibles dans toutes les librairies et sur Amazon. La conférence de ce soir sera disponible d'ici demain ou après-demain sur la chaîne YouTube du Centre Begin. Je viens de remettre sur le chat le lien du groupe WhatsApp francophone du Centre Begin. Vous pouvez le rejoindre. Merci à tous et des bonnes nouvelles pour tout le Ham Israël. Amen. Amen.